Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, c'est le dernier jeudi du mois et comme d'habitude, pour ce dernier jeudi du mois, on se consacre à Sens Néant, pour être très précis, par le biais du personnage de Classis. Mais par ce personnage, on va être aussi amené à revisiter Sens Renaissance, Sens Mort. Nous sommes avec Adrien. Adrien, ça va la pêche? Salut les loulous. Tu nous viens de Lyon? Ouais, comme d'habitude. Ça va bien à Lyon, il fait beau? Bah écoute, meilleur qu'ici, ouais. Ouais, ta gueule. Ici, il fait un temps de merde. J'étais sûr. Ben, salut. Tu viens de Saint-Brieuc-Brest, en fait. Mais t'habites où, en fait? T'habites plutôt à Saint-Brieuc ou plutôt à Brest? T'es plutôt brestois ou plutôt brieuc? Je crois qu'il s'est installé ici, il me semble. Ah oui, d'accord. Moi, j'ai amené mon matelas. Hein. D'accord. L'année scolaire, je suis à Brest. D'accord. Et nous sommes également avec Aloïs. Salut. La pêche. Toujours. Nous sommes avec Jérôme. Bonjour. Jérôme de Poitiers. Alors là, on a vraiment un panel, panel de Bretons, ça va être représentatif de la France. La France entière, en fait. Pourquoi un panel de Bretons? À part moi. Bah, je suis à Paris, moi, maintenant. Bah oui. Paris, c'est la Bretagne, quoi. Enfin... Et C'est Jérôme est à Poitiers. Aussi, ouais. Poitiers, c'est pour moi, Bretagne. la Bretagne, ça commence juste au nord de Bordeaux et ça va jusqu'à Lille, à peu près. D'accord, ok. D'accord. Bon, pour moi, ça va jusqu'en Suisse. C'est ça, ouais. Allez, Classis, c'est parti. Par où on commence? Est-ce que on peut pas parler de ses motivations avant tout? Alors attention, on va spoiler. Hein. On va spoiler à tour on va de bras. spoiler à tour de bras. Ouais. Est-ce qu'on s'arrête à la fin, enfin au début ou à la fin de Néant, par contre? Bah, on va jusqu'à la fin. On va jusqu'à la fin de Néant. Donc, que ceux qui n'ont pas lu le livre zappent les ce oreilles podcast, et voilà. l'écoutent en silence. Parce que à partir de Sens Néant, on voit que Sens Néant, c'est vraiment la fin du personnage de Classis. Il n'interviendra plus dans la suite de l'exalogie. Et donc, du coup, on a déjà c'est le seul personnage. Voilà, plus en personne. Voilà. Avec Solipsis, c'est finalement le seul personnage sur lequel on peut d'ores et déjà avoir une vue d'ensemble. C'est ça. Et donc ça va être intéressant. Alors, on commence par... Et puis surtout, Sens Néant, c'est un moulin à spoil. Ouais. Oui, aussi. Voilà, le Sens Néant, c'est le moment où ça commence à balancer à tour de bras. Il y a une vingtaine de pages, ouais. c'est la mitraillette de révélation, voilà, effectivement. Alors, on peut peut-être commencer par la façon dont les joueurs le perçoivent à vos tables, la façon dont les joueurs le rencontrent. Quel rôle vous donnez à Classis, en règle générale? Je pense qu'il y a un mot qu'on peut dire qui résume le ressenti de tout le monde au début, c'est le clown triste. Ouais. C'est à la fois celui qui fait des trucs absurdes, clownesques, et aussi celui dont on va avoir cette vision un peu triste et pensive parfois. Voilà, ça c'est vraiment en deux mots ce qu'on peut en dire de Renaissance et Mort. C'est entre Joker et le film Longfinger de Mort, quoi. Un personnage un peu chaotique qui va foutre le merdier là où l'ordre est établi. D'ailleurs, quand Solipsis dit qu'elle pense que les immortels sont des incarnations des runes, mes joueurs essayent de faire les liens. Ils font OK, bon, Solipsis, la vie, ça va. Longfinger, la mort. C'est pas immédiat comme rapprochement, mais ça va. Asilis le néant, bon, ça va. Par contre, entre Wilfred et Classis, ils savent pas lequel mettre où. Ça c'est vrai. Parce que Wilfred écrit des poèmes, Classis fait n'importe quoi. Du coup, en général, ils ont tendance naturellement à mettre l'inverse. Et donc du coup, parce qu'ils connaissent pas encore le vrai Classis, mais tu classes Classis dans la rune de chaos au début. De chaos au départ. Ouais, enfin, les joueurs le classent comme ça au départ. Et à aucun moment ils ne se doutent de sa véritable nature. Si, parce qu'en fait c'est un sujet sur lequel j'hésite pas à en parler avec eux pour leur dire c'est plutôt création. D'accord. Personnellement, j'imagine pas Classis coucher avec Miphos. Parce que les runes opposées sont amantes. Oui, alors ça les joueurs ne s'en rendent pas forcément compte de suite non pas plus. De suite, ouais. C'est surtout dans Sens Mort au moment où Wilfried trahit que les joueurs se rendent compte qu'il y a un déterminisme amoureux. Je crois que quand même que je leur dis justement qu'effectivement il y a quand même un sens au fait que Solipsis et Longfinger sont ensemble, que les opposés s'attirent. Okay. Que Classis et Asilis et cette histoire un peu dramatique. Alors, en tout cas, je pense qu'on peut dire qu'en général les joueurs l'adorent. Ouais. C'est vraiment c'est la star quoi. C'est le mec il arrive, une espèce de mélange entre Doctor Who et Jack Sparrow. Enfin. Ah oui, le sifflement de Star Wars. Voilà, tout ça. C'est vraiment celui qui fait des clins d'œil un peu méta, C'est ça, oui. Il reprend une sorte d'humour, quoi. C'est un fait de Siluis ambulant, ce mec. Oui, voilà, c'est ça, en fait. Exactement, ouais. Il respecte pas trop le canon esthétique du jeu. Ouais, c'est ça. Il y a des joueurs qui me disaient, ce personnage, c'est ton fait de Siluis, en fait. C'est toi, quand t'en as marre de la fiction, tu nous fais un fait de Siluis et c'est Classis.
J'ai eu des joueurs qui ont pensé des trucs comme ça. Il y a un peu de ça. Hein. En fait, c'est exactement ça. À l'origine, vraiment, Classis, c'était mon, on va dire, mon fait de cellulis permanent lorsque je maîtrisais Sens, quoi, en fait. C'était le personnage qui me... C'est pour ça qu'il te ressemble un peu, mais avec la ouais, coupe, complètement. Ouais, la coupe égyptienne, le fait que tu viennes de Thèbes. Il y a plein de choses, en fait, qui me ressemblent chez ce personnage. D'abord, sa passion pour les Lego. Ensuite, sa passion pour le thème de Star Wars qui est sifflé, etc. Le fait qu'il dise constamment, qu'il parle constamment de la mégalomanie de Sens finalement, qui est une des problématiques aussi de personnelles. Enfin voilà, il y a plein de choses. C'est sûr que j'ai une relation ambiguë à ce personnage et que je me projette bien volontiers. Plus dedans, par exemple, que dans un personnage comme Wilfried ou Gladius Sword ou Cranisten ou je ne sais pas. D'ailleurs, à tel point que tu vois, par exemple, Cranisten, c'est quasiment Aloïs qui m'a expliqué le personnage. Voilà. Alors que Classis, je pense pouvoir en parler et aller très 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 loin dans le développement du personnage. Mais justement, j'ai envie de faire un petit tour de table avant de te redonner la parole, Jérôme. Qui est Classis ? Est-ce que on peut répondre à cette question ? Qu'est-ce qu'il représente pour vous dans ce sens. D'accord, tu veux pas un BG historique, tu veux quoi exactement? Alors je sais pas, ouais. Historique, je sais pas si c'est vraiment important puisqu'il y a quasiment tout, il y a tout dans le bouquin. On peut peut-être te faire un rappel. Tu veux faire un rappel historique des classiques? Si c'est intéressant. En fait, je comprenais pas ta question exactement. Je pense pas que ce soit la peine vu qu'on va spoiler les gens. Enfin, a priori, ont déjà lu ou. Oui, c'est vrai. Si on est déjà à néant, ils ont déjà eu une bonne partie de ce qui s'est passé. C'est vrai. Bah, je sais pas. Déjà, il y a un débat que j'aime bien lancer sur Classis pour parler, pour initier une discussion autour du personnage. Classis, alors, à votre avis, c'est la rune de création ou c'est la rune de néant? Ah, la question est tombée. Le personnage? Le personnage de Classis. Est-ce que c'est l'incarnation personnelle de la rune de création ou est-ce que c'est l'incarnation personnelle de la rune de néant? C'est les deux. Pour moi, c'est le néant. Il s'accaparait les deux pouvoirs. Enfin, il en avait un au début et puis il a buté l'autre pour prendre sa place. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ça? Il faut quand même expliquer, je pense. En gros, l'histoire de Sens néant, c'est l'explication aux joueurs du fait que Classis a torturé la rune de néant, Azilise, pour en devenir l'interprète. Tout à fait. Et du coup, c'est lui qui a buté néant pour être néant et création. Et en gros, le fait de tricher en ayant ces deux points de vue qu'il n'est pas censé avoir, pouvoir s'amuser un peu avec les règles. Ouais. Donc pour moi, c'est les deux. Et en fait, pouvoir engendrer son projet et sa règle, qui est de créer une pierre que les règles ne peuvent pas porter. En gros, créer un paradoxe dans le système de jeu, le système de résolution, qui fait qu'une entité va être libre. En gros, il veut faire de Sens un jeu de rôle là où il n'était qu'un roman finalement raconté par la rune de création. Il veut en faire un jeu de rôle et faire acquérir de l'indétermination à cette œuvre. C'est une très bonne réponse, mais pour moi ça devient les deux. Quand on parle de Classis, on parle systématiquement de la rune de création, on parle de sa volonté, on parle tout le temps du fait qu'il veuille, sinon si on considère que c'est les deux, on lui attribue tout de suite plus de volonté quelque part. Il est les deux runes et puis voilà. Alors qu'à chaque fois on a tendance à parler de notre Classis d'un peu avant la fin de Néant au final. Il y a une ambiguïté dans le texte, c'est-à-dire que à la fois, donc Azilise est décrite comme étant muette lorsqu'il la rencontre bon, Classis, on peut peut-être, moi j'aime bien rappeler quand même l'histoire au cas où, parce que bon, je suis d'accord avec toi qu'il y a plein de spoils, Jérôme, mais que du coup, les auditeurs... Je pense aussi qu'il y a des auditeurs qui comptent pas forcément acheter les bouquins de Sens et qui écoutent les podcasts sur Sens. Ça ne pose pas de problème. Ouais. Alors, on peut rappeler rapidement l'histoire du personnage. C'est un personnage qui qui est fabriqué de toutes pièces par un consortium qui a le droit d'accéder au savoir de ce fameux groupe qui se nomme la cellule et qui est issu de l'amour de deux super ordinateurs, des ordinateurs organiques. Ouais, des androïdes. Des supercalculateurs, des androïdes, voilà, créés par le Classis pour obtenir des résultats. Le Classis, c'est le nom de ce consortium qui fabrique ces deux androïdes. Consortium libre d'accéder au savoir secret du système solaire. Voilà, exactement, dans le système solaire. Donc, du coup, en fait, il est d'abord généré par ce consortium. Il est d'ailleurs créé.
de toute pièce. C'est le fils de l'amour de 2 androïdes. De 2 androïdes, voilà. Ce qui est un truc déjà un peu bizarre. Ce qui est déjà un truc bizarre. Il est élevé seul dans un laboratoire, probablement en vue d'accomplir une expérience pour le consortium, mais au départ, il ne sait pas de quoi il s'agit. Et il va en fait se créer son univers mental seul dans les couloirs de ce laboratoire en créant des histoires avec sa fameuse caisse de Lego qui va lui servir de support. En gros, c'est un méga joueur de Minecraft. Sauf que il ne le sait pas, il est la rune de création. Or, tout ce qu'il crée dans son petit laboratoire tout seul, il suppose qu'il le crée vraiment ou qu'il l'interprète. Et c'est là toute l'ambiguïté du personnage, c'est qu'on ne sait pas si il est le créateur du monde ou s'il n'est que son interprète. C'est-à-dire, est-ce que c'est parce qu'il a joué au Lego ? En gros, quand il sort de chez lui, il voit que le monde qu'il a tout le temps rêvé, c'est le vrai monde. C'est la réalité, voilà. Et du coup, il ne sait pas si c'est lui qui l'a créé en l'imaginant, ou si c'est lui qui a imaginé quelque chose qui existait déjà, parce que il est comme ça. Jérôme. Par rapport au Lego, moi, je sais qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup dans le livre, quand il dit quand le classisme, enfin quand les laborantins m'ont offert ma première boîte de Lego, ça a été leur dernière erreur et mon premier sourire. et je trouve ça génial. Après, c'est l'imagination qui va libérer le personnage. Oui, voilà, et qui va le libérer, c'est même hallucinant. Ouais, comme vous disiez, c'est comme si quelqu'un enfermé dans une cave imaginait tout seul Jules César le marcher sur la Lune en 69, etc. Et que quand ils sortent, merde, c'était comme ça, quoi. Jules César a franchi le Rubicon. Tout s'est passé exactement comme dans sa fiction, finalement. C'est ça. Et dans sa fiction, il invente toujours une histoire où il s'imagine lui-même sauvant une princesse. Et je ne sais pas si elle s'appelle Azilise à ce moment-là déjà. Il me semble que c'est juste une princesse. Il me semble que c'est juste une princesse. Et lorsqu'il va avoir l'autorisation de sortir des laboratoires pour faire ses études à Doxystérone, il va faire la rencontre d'une fille qui s'appelle Azilise, qui est muette, et qu'il va tout de suite choisir comme étant imaginer qu'elle est sa princesse. Et en fait, Azilise est muette. Et là... Alors là, il y a un flou sur l'histoire de Classis. On ne sait pas jusqu'où Classis est un menteur. Donc il raconte l'histoire que les bugs doivent entendre, mais on ne sait pas si cette histoire est la vraie ou pas. Et il dit en gros que Azilise est muette. Ça, éventuellement, les joueurs pourront le confirmer en faisant des recherches sur Azilise, peut-être dans le passé, etc. Ouais. Par contre, il dit qu'elle lui dicte l'histoire des 7 ans. Voilà, c'est ça. Et il dit qu'il va puiser dans ses yeux et dans son regard l'histoire de Myriade. Et c'est là que c'est ambigu. Est-ce que c'est en langage des signes, par exemple, qu'Azilise lui a transmis l'histoire de Myriade ? Ou est-ce que c'est juste parce qu'étant 2 runes, ils ont une moyen de communiquer qui est mentale directe ? Voilà, exactement. Un peu comme Wilfried et Miphos, finalement. Ou alors, est-ce qu'elle a des super pouvoirs ? Ou alors, voilà, c'est ça. Est-ce qu'elle a d'autres capacités qu'on ignore ? Ou alors, tout simplement... Ou alors, est-ce qu'elle est déjà son pantin en mousse qui est juste une apparence ? C'est ça, parce que finalement, si ce n'est pas son pantin, ce serait la première fiction non imaginée par Classis. Oui, exactement. Oui, c'est vrai ça. Ouais. Alors moi, la question reste ouverte. La question c'est, est-ce que Classis a inventé cette histoire totalement, c'est-à-dire pour elle, c'est-à-dire quand il dit elle était dans les yeux de ma princesse, est-ce que finalement c'est pas l'histoire qu'il a inventée pour Azilise et il dit voilà, sous-entendu c'est elle qui m'inspire. Est-ce que c'est elle qui inspire l'histoire? Ou est-ce que c'est elle et donc qui invite Classis à créer l'histoire, ou est-ce que c'est juste elle qui inspire Classis pour créer l'histoire? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que c'est au final ça c'est très très ambigu, et c'est sur ce point ambigu et sur lequel nous n'aurons jamais de réponse que se porte la question, le questionnement de qui est qui. Est-ce que Azilise est la rune de néant, ou est-ce que c'est Classis? Pardon, je finis mon point et après je te passe la parole à Loïs. Si Classis est la rune de création, alors il a inventé l'histoire tout seul en s'inspirant juste d'Azilise qui représente le mutisme, etc. Il voulait lui offrir la voix quelque part. Mais c'est lui qui a tout fait autour d'elle. Si Classis est la rune de néant, l'œuvre que Classis compte dans Sens Néant est bel et bien l'œuvre d'Azilise, et Classis n'est que son interprète. Et c'est grâce à la rune de néant qu'il va la corrompre et faire passer cette œuvre de roman à jeu de rôle. C'est ça. Alors, je vois Adrien qui tique. Aloïs, tu voulais ajouter quelque chose? Je voulais dire que si, on aura une réponse, c'est juste qu'il faut qu'on la choisisse nous-mêmes. Oui, mais elle n'est pas donnée par les livres. Oui, c'est ça que je veux dire. Moi, ce qui me fait tiquer, c'est que tes 2 positions sont pas celles que je perçois.
Ah mais c'est très bien, vas-y, En justement, fait, c'est le but. pour moi, l'hésitation, elle est sur est-ce que Classis crée de toutes pièces effectivement pour Azilise. Ouais. Il est la création, l'histoire de Mirette qu'il crée. De toute façon, l'histoire de Mirette qu'il crée avant qu'on soit avant que les joueurs la jouent dans Sens Néant, c'est l'histoire qui est le passé le passé quoi. Avant même la cellule, avant même tout ça, Oui. les vestiges qu'on a retrouvés. Donc soit il l'a créé pour Azilise et il en est le créateur, Ouais. soit Azilise. Enfin, soit peu importe si Azilise ou qui que ce soit détenteur, mais à nouveau, Classis n'est que l'interprète, c'est-à-dire que tout ce qu'il dit a déjà eu lieu, et en fait, il ne peut dire que ce qui a eu lieu. Et donc, il n'est pas en cela... Tu montes d'un niveau par rapport à moi. Il n'est pas en cela le néant, il est toujours la création. C'est juste que la création, vu que le monde est déterminé, Par ne sens. peut pas dire autre chose que ce qui Qui est est et dit. qui sera. Alors ça, c'est effectivement, c'est-à-dire que tu montes d'un cran en fait. Tu parles par rapport à Sens finalement, en règle générale. Oui. Est-ce que c'est Sens qui inspire Classis Oui, voilà. et en cela, Classis est une sorte de représentant de Sens et une sorte de créateur, une sorte d'artisan de Sens, tiens, on peut l'appeler comme ça, l'artisan de Sens. Ou alors est-ce que il est vraiment l'artiste originel et c'est lui qui a inventé Sens, tu vois, l'œuf ou la c'est poule ça. un peu quoi. Jérôme, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça Euh, ou pas d'ailleurs par rapport à ça, je sais pas. Alors moi Jérôme. c'était par rapport à quand tu dis que pour toi les questionnements sont là, moi ils sont ailleurs par rapport à création ou néant. Pour moi c'est quand il raconte cette histoire, est-ce qu'il n'est pas déjà en train de mentir? Ouais. Et là ce serait la rune de néant et en fait moi c'est la grande chose que je reproche à Classis, c'est que il ment tellement qu'au final on ne sait plus distinguer le vrai du faux dans ce qu'il dit. Et on est obligé de prendre tout ce qu'il dit pour argent comptant. C'est un peu comme ce film de Tim Burton, la Big Fish, avec le fils qui en a marre que son père romance tout le temps sa vie et qui n'arrive plus à faire la part entre ce qui est vrai dans son histoire et ce qui est romancé. Mais Adrien. Aloïs, tu veux dire quelque chose? Alors, pour moi, Classis, c'est pareil. Je suis partagé entre le fait que ce soit rune de néant et qu'en fait ce soit juste le principe de la tabula rasa. En fait, il supprime ce qui existe déjà et Sens lui-même est obligé d'utiliser sa rune de création pour réécrire par-dessus. Donc en ce sens-là, il a plus ou moins le pouvoir des deux. Ça peut être une interprétation aussi. Ça peut en être une. Mais moi, je vois plutôt Classis comme le maître du jeu, en fait. C'est-à-dire que, certes, il ment, parce que quand on raconte l'histoire de Sens en tant qu'MJ, on dit des choses qui ne sont pas vraies dans notre monde réel, enfin, qui ne sont a priori pas vraies dans notre monde réel. Mais puisqu'ils sont plus ou moins enfermés dans une boucle temporelle à cause de Classis, bah, ça devient vrai dans le cycle suivant, et ainsi de suite. Sauf que l'ordinateur... On peut imaginer comme ça une sorte de régression à l'infini. Voilà. Et l'ordinateur fait une mise à jour constante de sorte qu'on s'aperçoit pas que ce qu'il dit, c'était faux à un moment, mais ça devient vrai au fur et à mesure. C'est très très complexe ce que tu dis, mais j'espère que les c'est auditeurs pour ça que j'adore compris. Classis, en fait. Mais je comprends ce que tu veux dire et je trouve ça très vrai. Ce que dit Aloïs, ça peut s'expliquer en disant que il faut pas voir le temps de façon linéaire. C'est-à-dire un truc qui progresse, mais se dire qu'en fait les mensonges de Classis et les effets de Classis sur le passé en fait sont déjà pris en compte. Il y a une BD, je ne sais plus comment elle s'appelle, sur le voyage dans le temps où en gros il y a une équipe de scientifiques qui traverse une sorte d'anomalie dans l'espace en vaisseau. Et Universal War One. Ouais, c'est ça. Voilà. Très bonne BD d'ailleurs. Et en gros, au moment où ils franchissent, en gros, ils voient un gars, avant de le franchir, ils voient quelqu'un qui sort, qui est blessé, qui est quasiment mort. Et du coup, ils rentrent pour voir ce qui se passe. Et en fait, il s'avère que tout ce qu'ils vont faire dedans, c'est dans le passé ou dans le futur, je sais plus exactement. Et en gros, tout ce qu'ils vont faire, tout ce qu'ils vont essayer de corriger pour pas que ce qui s'est passé se passe, c'est ça qui va provoquer ce qui s'est passé. Et qu'en gros, ils sont dans une boucle où ils sont piégés du... On trouve ça également dans le film L'Armée des 12 singes. Oui, c'est ça, exactement, voilà. C'est les principes de paradoxe temporel. Non, justement, non. C'est une réponse au paradoxe temporel. Alors, dans ce sens, c'est pas tout à fait ça quand même. Oui, c'est pas tout à fait ça quand même. Oui, d'accord, voilà. Je vois ce que tu veux dire. C'est un peu l'idée qu'avance Aloïs quelque part. Ouais, c'est une façon de traiter. De l'expliquer et de la traiter. Alors moi, si je reviens sur ce que dit Jérôme à propos de c'est dur de faire confiance à Classis parce que c'est un menteur. Alors oui, alors ça on peut l'aborder de plusieurs façons cette question, c'est que Classis, on va le considérer comme un humain, comme un personnage qui a du coup forcément des objectifs, des peurs peut-être. Du coup, il a des motivations. Donc, il va pas te mentir de façon absurde juste pour te mentir. Ces mensonges servent un propos. Sinon, ces mensonges n'ont
a priori pas lieu d'être en fait. Enfin, sinon c'est juste, ça pourrait être, en fait, il serait pas la création, il serait le chaos. Mais c'est non, je suis d'accord, Jérôme. Mais quelque part, c'est ce qu'il dit, c'est qu'il y a un moment donné où tu mens tellement que même ton propos, on peut imaginer que tu le mens. Justement, il ment pas. Adrien. Alors, il ment pas tant que ça. C'est-à-dire que dans ses mensonges, il y a forcément une part de vrai. C'est-à-dire soit le mensonge chez lui est un outil et pas une fin en soi. Voilà, en fait, c'est ce que veut dire Adrien. Soit, on va donner deux exemples. Soit il nous ment sur ce qui s'est passé, mais il nous donne les vraies raisons pourquoi il le fait. Soit il nous ment sur le fait qu'il ait modifié le passé, mais il nous fait croire que c'est pour une autre raison. D'accord. Et du coup, c'est voilà. En gros, Jérôme. Je suis pas sûr qu'il nous parle des raisons. Enfin, moi, le mensonge, il serait plutôt sur le. On parle de. Alois dit, c'est un outil. Justement, si je veux qu'un mec s'attache une ceinture de dynamite autour de lui et qu'il se fasse sauter dans une ambassade, je vais certainement pas lui avancer mes raisons, qui sont je veux juste mettre un coup à l'ennemi, au moral, etc. Non, je vais lui parler plutôt de conviction, etc. Enfin, ou de religion. J'ai parlé des. Tu peux lui dire l'objectif, mais tu peux lui mentir sur le fait que non, il ne mourra pas, il sert une grande cause. Voilà. Ou alors tu peux lui mentir en lui disant écoute, va à l'ambassade et pose cette bombe, et tu lui mens sur le fait que ça va péter. Enfin, tu vois, en gros, tu peux pas mentir sur tout, sinon ça a aucun sens. Oui, mais au final, sinon le gaz, bon, alors je vais revenir. Donc du coup, sur les objectifs de Classis, a priori, c'est un personnage qui est très difficile. Alors voilà. Pour les auditeurs, faut nous excuser. On n'a pas de plan, mais c'est normal parce que Classis, c'est un personnage qu'on peut aborder. De toute façon, qui est confus de base. Oui, c'est un personnage qui est hyper complexe. Et voilà, on va essayer d'aborder un peu tous les points, mais... Donc, Classis, moi, les objectifs que je peux y voir, Adrien. C'est vivre dans une fiction en paix, comme il le défend un peu tout le long, c'est-à-dire vivre avec son Azilise et vivre en paix. Et il a bien raison. Et du coup, il est peut-être bien victime du fait qu'Azilise ait été corrompu, ou tué peut-être même par lui, tu vois, et sans qu'il le sache, il en est peut-être la victime. Et du coup, la motivation de son combat, c'est de bien retrouver cette fiction en paix. Sa motivation peut être justement différente, c'est qu'il veut, au contraire, créer un indéterminisme, et que du coup, il a bien tué Azilise pour cela, mais son idéal reste un idéal. Il a quand même un objectif derrière cela. Et du coup, aborder Classis, ça vient quand même à se poser la question de quel est l'objectif de Classis. Parce que Classis a un objectif, ça pour moi c'est certain. Ouais. Azilise est pas morte pour moi. Enfin, certes, elle ne ressent elle plus. Elle est pas morte, mais elle a été torturée, violée. Oui, sur ce point, je te le reconnais parfaitement. Mais elle est pas morte. Donc peut-être que ça. Enfin, c'est pas pour autant que je vais. Enfin, je cache pas d'être un fan de Classis, personnellement, parce que c'est un personnage qui a énormément de choses à apporter à la fiction, à mon avis. En gros, le fait que tu sois fan de Classis, c'est que tu penses que Classis veut apporter de l'indétermination et que du coup, il a choisi de faire ce sacrifice qui est un sacrifice. Oui. Et pour moi, le plus grand sacrifice de Classis, c'est quand même de sa vie pour peut-être essayer que Azilise récupère quelque chose. À la fin de la fiction, il meurt. Tu crois qu'il se bat pour qu'Azilise retrouve ses sens? Peut-être que son indétermination, ça fait partie de son plan d'indétermination. C'est ce qu'il dit en tout cas. Adrien. Moi, je suis pas sûr qu'il se batte pour qu'Azilise retrouve ses sens. Moi non plus. Mais bon, en fait, je suis sûr de rien moi, par rapport à ça. Mais bien sûr. Je crois qu'on est tous sûrs de rien. Si toi tu l'es pas. La vraie question pour moi, c'est est-ce qu'il a été victime de la perte d'essence d'Azilise? C'est-à-dire qu'il l'a subi sans en être auteur, ou est-ce qu'il en est l'auteur? Ou les deux? Ben non. Pour moi, les deux sont incompatibles. Enfin, sont pas incompatibles. Si, les deux sont incompatibles. Mais ça fait partie de la source de mensonges qu'il peut avoir. C'est quand il nous dira j'ai sacrifié Azilise, enfin, ou s'il nous le dit, j'ai sacrifié Azilise pour défendre l'indétermination. Là, il y aura un mensonge possible. Est-ce qu'il nous ment ou pas là-dessus? À bien y réfléchir, j'ai l'impression que l'ambiguïté du personnage de Classis tient à l'indexical, au terme indexical je, en fait. Parce que comme Classis a une double personnalité, on va le découvrir à la fin de Sens Néant, le fait qu'il soit à la fois, je pense qu'il est à la fois celui qui veut créer de l'indétermination et celui qui veut restituer la détermination. C'est-à-dire que je suis d'accord avec Aloïs qu'il y a une partie de Classis, je pense, qui veut que Azilise soit sauvée.
et une partie de Classis qui veut qu'Azilise soit damnée pour la liberté. Sinon, il n'y aurait pas ce choix binaire entre Indales et Bop à la fin. Enfin, c'est hyper complexe, hein, ce dont on est en train de parler. Pour moi, Azilis, c'est un pion qui est déjà, qui est irrécupérable, en fait, quand ils en discutent à la fin. Pour moi, la question, c'est, est-ce que tous les sacrifices que tu as faits, est-ce que le fait d'avoir tué la princesse, briser la princesse, est une raison valable pour ta cause, ou est-ce que ta cause est un mensonge, et que du coup, le sacrifice que tu as fait n'est pas valable? Ou alors, c'est pas un sacrifice, mais, voilà. Classis, c'est quelqu'un, à mon avis, s'il fallait résumer sa motivation, c'est quelqu'un qui a rassemblé les runes par le passé, avant même que Miphos ait tenté de le faire. C'est lui qui a fait venir Sens, en fait. Alors, je dirais pas moi, je pense pas qu'il les a rassemblés. Je pense qu'il les a compris et que dans ses fictions, c'est possible. Il a imaginé les avoir rassemblés. C'est possible. Je mais tu vois ce que je veux dire, c'est que ça revient un peu au même. Je suis d'accord. Le classique qui a réuni les runes est celui qui est dans l'histoire. C'est pour ça que je pense qu'il est les deux, victime et cause. C'est ça, exactement. Alors, on va essayer de bien expliquer ça, parce que c'est le cœur du personnage, je pense. C'est que au moment où il rassemble les runes, il s'aperçoit de la détermination de l'univers. Donc ça, c'est dans Sens Néant. C'est le personnage de Setantra, qui pour moi est un simulacre de Classis. Ouais, on peut le dire carrément. Alors, il rassemble les runes, il s'aperçoit de cette détermination. Et il s'aperçoit que cette détermination, j'ai l'impression en tout cas, condamne le monde à la détermination. Le monde à la détermination. Peut-être même... je me demande s'il s'aperçoit pas aussi que ça condamne sa princesse, en fait, déjà. Je sais pas. Ça, c'est compliqué. C'est de l'ordre du paradoxe temporel. Ouais. Alors, justement, bref. Il constate que ça condamne le monde à la détermination et à sa propre détermination. Et ça, c'est très important. Ça fait de lui le pantin de Sens. Et il s'aperçoit que le pouvoir ultime, c'est-à-dire le fait de devenir Dieu, en fait, ni plus ni moins, eh bien, ça contraint, en étant Dieu, à jouer la partition de quelqu'un d'autre. Et ça l'insupporte. Et donc, il préfère Darky. Ce qui va dans le sens qu'il est la rune de création. Peut-être. Pas supporter le déterminisme parce qu'il veut créer. Ou pas, ouais. C'est vraiment... C'est le gars, il a une boîte de Lego, mais il a le plan, il peut faire que ça. Voilà, une envie, c'est de construire. Ouais. Il y a un côté, j'ai pas envie de construire avec ces cubes. C'est le gars, il a écrit l'histoire de Setantra, et il se rend compte qu'à la fin, en fait, la fin lui plaît pas. Et surtout, la fin est unique, et la fin, il voit plus comment l'écrire autrement. Et là, il y a tout un parallèle à faire aussi sur la détermination du roman et l'indétermination que provoque le jeu de rôle. C'est évident. Il y a tout un parallèle qui est fait même dans le livre et même dans le jeu. C'est-à-dire que les personnages des joueurs sont amenés à découvrir le jeu de rôle quand même dans cette phase. Pour présenter très vite l'acide, parce qu'on peut pas parler de Classis sans parler de l'acide, selon moi. Quand Classis écrit Sens Néant, Adrien. Tout ce qui est acide dans Sens Néant, en fait, c'est les bouts que Classis a rayés du roman pour pouvoir en faire un jeu de rôle. C'est-à-dire jeu de rôle. Un jeu de rôle. C'est-à-dire pour ne pas jeu de rôle. Pour ne pas fixer tous les éléments de l'histoire pour que les joueurs aient une marge de manœuvre. Absolument. Et typiquement, il ne faut pas que le personnage ait que des liens établis par l'auteur, parce que sinon ils ne sont pas jouables. Et donc ce lien acide, c'est c'est peut-être Classis qui a rayé le lien. Je suis un personnage de Classis. Il l'a rayé et ça devient un non-lien quelconque. Et en gros, ça sous-entend dorénavant je suis un personnage du joueur. Une fois que Classis a compris sa détermination ultime, c'est ça, il va créer ce que tu appelles l'acide, c'est-à-dire la possibilité de répondre à ce qu'il appelle l'ultime sentiment. Mais il le crée dans une fiction qui est Sens Néant. Ouais, tout à fait. Qui est une histoire, voilà. Mais cette histoire va se réaliser. C'est ça, par les personnages cette histoire, il va l'implémenter vu qu'il l'a dit. En fait, vu qu'il en est l'interprète. En gros, vu qu'il répète les actions des joueurs, il crée ce que font les joueurs. Exactement. Qui sont indéterminés, vu que c'est des bugs. Et du coup, il remplace l'histoire d'Azilise, l'histoire qui représente la rune de néant, il la remplace par cette histoire corrompue par les joueurs. Juste une toute petite question, un doute. Est-ce que Azilise est dans la larme au moment où on compte Sens Néant? Sa représentation y est.
Il y a une en tout cas, il y a une Asilis qui est dans l'alarme de Classis. D'accord. D'accord. Oui. Mais ce n'est pas l'Asilis que les joueurs devront protéger dans Sens Cosmo, puisque Classis annonce que dans Sens Cosmo, l'enjeu, ce sera Asilis et que Miphos cherchera son empereur. Et ça, il le dit depuis le début, même depuis Sens Renaissance. Il leur dit de toute façon au début de Sens Néant, voilà, je vais vous raconter une histoire. Cette histoire, ça sera c'est la rune de Néant. Je pose cette question, c'est par rapport à l'indétermination de Classis vis-à-vis de la rune de création ou de la rune de Néant. Si Asilis est dans l'alarme, elle a juste à entendre ce que Classis dit, et là, ça pourrait être elle, la rune de création. Mais ils sont dans sa larme. Pour moi, ils sont dans son imaginaire. Ils sont dans sa larme d'Asilis. Du coup, ce qu'il raconte, Asilis l'entend. Mais c'est bien ça. Vu qu'elle est la rune de Néant. Vu qu'elle est la rune de Néant, l'objectif, c'est qu'elle réentende une histoire qu'elle croyait connaître pour la modifier. Enfin, pour ceux qui ont les livres, toute cette ambiguïté sur la larme d'Asilis est présente dans l'appendice et dans le sens du système. Le dernier passage vraiment est la toute fin du jeu. C'est tout l'enjeu et c'est tout ce dont on est en train de parler là, en fait. Et c'est ça qui crée l'acide, justement, je pense, qui crée l'indétermination. C'est l'ignorance. Le fait qu'on ne sache pas, en fait, nous-mêmes, en tant qu'auteurs, en tant que meneurs ici autour de cette table, on ne sait pas nous-mêmes, en fait, ce qu'il en est. Et c'est là le plan de Classis. Et c'est là que le personnage est génial. Et le droit de ne pas savoir de Classis, il l'a arraché en tuant sa princesse. Voilà, exactement. Et il l'a donné à Solipsis. Ou alors il l'a subi en perdant sa princesse. Non, moi je pense qu'il découvre que la détermination de sens s'effectue par les liens. C'est-à-dire que ce qui fait que tu ne peux pas agir autrement que cela, c'est les sentiments et les attaches que tu as envers les objets, envers les gens. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que je peux pas détruire ces micros? Parce que j'y suis attaché. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si je les détruis, ça ruine mon projet, ça ruine pourquoi je peux pas détruire cette bibliothèque? C'est parce que j'aime les livres qui y sont, etc. Et donc du coup, le plan de Classis, c'est de dire, si je prends le contre-pied et que je fais exprès de détruire ce que j'aime, je créerai de l'indétermination. Et ce faisant, il devient le mal absolu, qu'il est décrit dans la religion même catholique. Diable, le démon. Sauf que pour moi, il ne peut pas détruire lui-même ses liens. Cette destruction, elle vient d'ailleurs. Parce si n'importe qui pouvait dire je détruis ce à quoi je suis attaché pour devenir indéterminé, le problème c'est que c'est trop facile. N'importe lequel d'entre nous, en coupant tous les ponts, deviendrait libre. Or, c'est pas si simple. Je suis d'accord. Si on prend le personnage de Setantra qui devient libre, le moment où il se sépare de ses chaînes de sens, où il nie tout, on peut le rapprocher avec la scène où Classis et Asilis rentrent dans le laboratoire inversé, où le portail s'ouvre et où Asilis tombe au sol. On peut se demander si c'est Setantra qui a nié les liens de Classis avec Asilis dans le monde des bugs pour que Classis devienne indéterminé, ou si c'est Classis qui a inconsciemment ouvert ce portail pour briser les liens de Setantra, que Setantra se libère. Enfin, ce portail est essentiel pour moi dans cette libération de l'un des deux, qui du coup a provoqué aussi l'autre, quelque part. En fait, ce qui se passe, et le paradoxe, il est là, c'est que... Alors, vous connaissez le paradoxe de la pierre que Dieu ne peut pas porter? Alors, je peux peut-être l'expliquer pour les auditeurs. Ce paradoxe, c'est un paradoxe assez célèbre qui est inventé il me semble, par les modernes, par la scolastique. C'est l'idée que Dieu n'est pas omnipotent. Parce que Dieu ne peut pas créer une pierre qu'il ne peut pas porter. Parce que si Dieu crée une pierre qu'il ne peut pas porter... Je crois que le truc en réalité, c'est Dieu est omnipotent, Dieu est omniscient. On part de ça, c'est le postulat, c'est la définition de Dieu. Tout à fait. Donc, on va la nier. Donc Dieu peut créer toute chose. Toute chose, absolument. Est-ce que Dieu peut créer une pierre qu'il ne peut pas porter? Si oui, alors, en fait, c'est une démonstration par l'absurde. Ouais. Si oui, alors il y a une pierre dans le monde qu'il ne peut pas porter, donc il y a quelque chose qu'il ne peut pas. Voilà. Donc il n'est pas omnipotent, donc il n'est pas Dieu. Voilà. Soit il peut la créer, mais du coup il ne peut pas la porter. Et du coup, il se contre. Enfin voilà. Il ne peut pas la créer. Et c'est là, c'est là, je pense que le plan de Classis se dévoile. C'est-à-dire que lorsqu'il a acquis l'intégralité des savoirs de sens et qu'il est devenu meneur de sens, en fait, qu'il est devenu Dieu, il a décidé de créer dans la fiction un personnage qui le comprenne et qui le dépasse. C'est ça son plan, lui-même. Et oui, et c'est ça. Et c'est pour ça qu'on est perdu ici, parce qu'on ne sait pas qui est le premier Classis à avoir compris l'autre. Il y a une espèce de chaîne sans fin. Est-ce que Setantra est la créature de Classis, ou est-ce que Classis est la créature de Setantra? C'est ce que tu expliquais tout à l'heure quand tu parlais que l'enjeu de ce qu'il y a derrière à ce moment où il se retourne face à Setantra dans les livres et que Asilis s'atrophie et perd ses sens. C'est ça l'enjeu de ce personnage. Et donc
Non, j'ai rien à dire. C'est le paradoxe, et on retrouve dans Sens Néant, on retrouve plein de paradoxes. C'est pas uniquement celui-là. Il y a aussi le paradoxe du menteur, en fait, qui est caché là. À force de mentir, on supprime la possibilité même de mensonge. Il y a le paradoxe des ensembles. C'est-à-dire, à quel ensemble, par exemple, à un moment donné, Classis crée le livre de Sens Néant dans le livre de Sens Néant. Autrement dit, le livre de Sens Néant contient à l'intérieur un livre de Sens Néant. Et il explique que s'il modifie ce livre, il modifie le livre dans lequel le livre est, etc. Et là, on retrouve une problématique qu'on retrouve également dans Sens Sombre Monde, la problématique du puits des mondes. Ouais. Un paradoxe des ensembles, en fait. Un ensemble contenant tous les ensembles, se contient-il lui-même? Voilà, c'est ça. Est-ce que tu connais bien la théorie des ensembles et ce paradoxe, Ben? Tu pourrais l'expliquer aux auditeurs de façon... le barbier qui ne se... Tu connais ça, l'exemple du barbier qui ne se rase pas lui-même, par exemple? Mais qui rase le barbier? Le barbier égale def, la personne qui ne se rase pas elle-même. Alors dans la question sur les ensembles, il me semble qu'il y a une réponse qui a été apportée. Alors je sais plus par qui, mais qu'il y a une réponse mathématique valable à cette question. Alors je vais pas m'avancer à quoi que ce soit, hein. Mais il y a une question du fait que les ensembles dont on parle, c'est le même mot, mais c'est pas exactement la même définition. Mathématiquement parlant. Adrien, il y a plein de réponses. Alors, je sais qu'il y a plein de réponses qui ont été apportées, mais je peux te jurer aussi qu'il y a plein de réponses qui ont été apportées aux réponses. D'accord. Moi, j'ai travaillé ça beaucoup à la fac de philo, si tu veux, les paradoxes d'ensemble de Bertrand Russell et tout. C'est vraiment parce que tu sais, faut savoir que Wittgenstein a été l'élève de Frege et de Bertrand Russell. Donc du coup, forcément, si tu travailles sur Wittgenstein, tu es obligé de travailler sur Russell. Et donc du coup, moi, j'ai travaillé sur les réponses qui ont été faites au paradoxe des ensembles. Honnêtement, il y a pas. D'ailleurs, si je peux glisser un petit mot de pub, j'ai récemment lu l'histoire de la philosophie de Russell, qui est un gros pavé en 2 tomes, mais qui est très agréable à lire, même pour quelqu'un qui connaît pas beaucoup la philo. On apprend plein de choses sur notre histoire, sur l'histoire de la culture occidentale, sur l'histoire de la philosophie. Voilà, je vous invite, si vous avez le courage de lire 2 gros pavés, mais très intéressant. D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est un livre très très précieux. Je t'en avais conseillé un autre, mais c'est ça. Alors lui, je l'avais commencé et alors j'avais souffert, j'avais pleuré des larmes de sang. Hein. Très bien, très bien. C'était Qu'est-ce que la métaphysique de Frédéric Neff. De Frédéric Neff. Alors moi j'avais adoré parce que il faut un gros bagage philosophique. En fait, je pense que voilà. Mais ce que j'avais adoré dans le livre de Frédéric Neff, c'est qu'en fait, il est très encyclopédique. Il y a tout. T'as tout. Ah oui, vu le nombre de pages, c'est possible, mais il faut un bagage, il faut un gros bagage. Voilà. Et donc du coup, je crois qu'il est même plus gros que le Léviathan de Hobbes dans la collection Folio. Oui, quand même. Sachant que il fait partie de ces gens qui sont plus larges que longs. Romaric, quand il me l'avait conseillé, il m'avait dit, tu verras, c'est un petit livre. Texto, je ne mens pas. Il m'avait dit c'est un petit livre. Du coup, j'avais été chercher au nom de l'auteur dans la bibliothèque et je comprenais pas. Il y avait un méga pavé plus gros que tous les autres de tous les bouquins du rayon. Voilà, merci Romaric. Le livre de Russell. Vas-y, tu répètes la référence pour les auditeurs qui voudraient la noter. L'histoire de la philosophie occidentale. Voilà. Ça, c'est un excellent livre. Retournons à notre mouton. Oui, effectivement. Donc, Classis, en fait, fait une liste, est vraiment le symbole, l'allégorie de nombreux paradoxes qui se résument toujours à ça. Ce qui se contient lui-même, c'est ça l'histoire. À chaque fois, c'est la même histoire. La pierre qu'on ne peut pas porter, la personne le Dieu en fait qui se projette dans son univers et qui du coup se contient lui-même, puisque Dieu est à la fois le monde et ce personnage à l'intérieur qui peut lui-même dans le monde créer un monde qui lui-même, etc. Et là on retrouve une problématique qu'on trouve dans Sens Renaissance Ombre Monde, la fameuse problématique du puits des mondes, des 2 miroirs qui se font face. Et voilà, et on en comprend mieux. Mathématiquement, c'est quelque chose auquel on peut donner une réponse, vu que le mot infini, ce n'est pas quelque chose d'abstrait en mathématiques, c'est un nombre que l'on connaît et que l'on sait manipuler. Du coup, cette projection, en fait, c'est une projection à l'infini, c'est une sorte de 1 sur x quand x tend vers 0, il y a quelque chose qui diverge, qui part vers l'infini. On ne sait pas ce qui s'y passe, mais on connaît le principe, voilà. C'est un paradoxe, mais il fait partie du système, je pense. Est-ce que l'ombre monde, du coup, c'est pas ce que Classis est en train de créer, en fait. Si, mais justement, d'ailleurs, il y a toute une question. C'est pour ça que l'ombre énergie serait le commentateur dit en fait que finalement l'aiguilleur que l'on tue dans Sens Néant à la fin de Sens Néant, donc on tue Classis et l'aiguilleur en même temps, est en fait ombre Classis.
Mais bon, Ouais. qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout et rien dire. Enfin, c'est pas évident en fait. C'est la projection de Classis Et avant. je voudrais juste revenir sur ce que vient de dire Adrien parce que il a passé en contrebande, je trouve, une super idée. C'est l'idée que le paradoxe soit finalement bien maîtrisé. C'est-à-dire qu'en fait, Sens a voulu le paradoxe. C'est un choix. Que le paradoxe, c'est un paradoxe pour le cerveau humain qui a besoin d'une cause, d'une conséquence, qui a besoin de voir ce trait jusqu'à quel point il va. Alors qu'en fait, mathématiquement, physiquement, il y a des fois où on sait très bien que ça va à l'infini, mais oui, enfin, c'est à l'infini, quoi. On n'a pas besoin de savoir par quel point ça passe. Ça va à l'infini. Oui, c'est ça, parce que c'est continu, ouais. Ben. C'est un peu comme l'histoire du paradoxe temporel. Paradoxe, ça veut bien dire, ce que ça veut dire, c'est para, contre, et dox, l'opinion. Voilà, c'est que les gens ne sont pas d'accord, mais ça veut pas dire qu'on sait mathématiquement un objet indéfini, on connaît sa définition, c'est indéfini. Et tout sens se base bien sur l'humain en maîtrisant les maths. On est d'accord. Et j'aime bien l'idée aussi que, je pense avoir compris là en l'écoutant que Classis est évidemment comme ça. Classis, il pourrait se résumer par paradoxe. C'est un gars qui fascine. C'est un gars qu'on saura jamais d'accord. Mais on est conscient qu'on l'aime tous. Mais souviens-toi, mon démon, les paradoxes sont aussi de la logique. De la logique, exactement. Est-ce que c'est pas le propos de tout créateur, en fait? C'est que quand on crée quelque chose, on donne un produit fini, mais les gens ne peuvent pas savoir ce que ce produit signifie vraiment, vu qu'on ne peut pas être l'auteur. Sauf que ils sont la victime de leur expérience et du coup ils sont l'auteur de la fiction qu'ils lisent. Oui, sauf que dans le jeu de rôle, c'est encore plus évident et encore plus fort. Bien sûr. Parce que le jeu de rôle est un média qui se sait incomplet. Enfin, tu vois qu'il y a quelque chose. Mais non, mais c'est clair. Hein, mais dans l'art, il y a aussi cette. En fait, ce qui m'ennuie, c'est que dans le livre, il n'y a que l'interprétation. Mais alors, Natacha. C'est dommage vraiment que Natacha ne soit pas là pour discuter cette question, mais on aura l'occasion d'y revenir avec elle. Mais il me semble que dans le livre, il n'y a que cette interprétation et tu restes quand même passif face au personnage. Alors que dans le jeu de rôle, tu gagnes une action qui est plus forte. Oui, mais Sens reste un jeu traditionnel et les points de passage sont nombreux. Enfin, les points de passage obligatoires sont nombreux. Et du coup, quelque part, la plage de manœuvre que tu laisses, c'est comme si tu laissais au lecteur d'un roman le choix de certains adjectifs. Je ne répondrai pas. Bam dans ta gueule. Tu sais très bien que c'est pas bam dans ta gueule. Non, mais je sais parce que ne serait-ce qu'à la fin de Sens Néant, il y a un choix. Oui. Et qui n'est pas juste anecdotique. Est-ce qu'ils aident Indales, est-ce qu'ils aident Classis? Le Shenbop, ou est-ce qu'ils aident, enfin pour moi c'est le même, est-ce qu'ils aident l'un des Classis Aiguilleur ou Classis? C'est aussi des choix qui a priori ne changent rien dans la fiction, mais on le verra plus tard, ça aura un impact, il me semble. Enfin voilà. Petite affaire à suivre. Ouais. Affaire à suivre. Mais sans spoiler bien sûr. Sans spoiler, absolument. Sans spoil. Ouais, ça, ouais. Enfin, ce que je veux dire, c'est aussi que la citation qu'a faite Aloïs tout à l'heure est très importante. C'est-à-dire que lorsque l'aiguilleur voit Classis partir dans son délire, il lui dit mais attention, hein, n'oublie pas que les paradoxes sont aussi de la logique. Oui. Et là, il me semble quand même que le pavé est lâché dans la mare et que, en gros, Classis, même s'il prétend être lutter contre lui-même, lutter contre lui-même, être hors du phénomène Sens, il est totalement impliqué dedans. Son plan contre Sens est complètement bidon. Il fait le truc le plus logique qu'il peut faire pour combattre la logique. Voilà, absolument. C'est ce qui est génial, c'est que faites attention à la personne qui le dit. C'est Kabuki qui le dit à Classis et pas le contraire. Mais pas le contraire. C'est le personnage qui dit à l'autre, bah ouais, mais les paradoxes c'est de la logique, je le sais parce que je suis en train de faire la même chose derrière. Exactement, c'est ça. Il sait ce qu'il va faire puisqu'il l'a déjà fait. Et c'est ça qui pour moi sauve Classis. Parce que Classis sans ça c'est un monstre à mes yeux. Créer de la liberté en disant je veux une fiction en paix et le prix à payer c'est tuer, torturer celle que j'aime. Pour moi ça en fait un monstre. Ce qui le sauve c'est sa naïveté en fait. C'est le fait qu'il croit que ça va marcher à mes yeux, enfin à ses yeux, et qu'en fait il se ment lui-même, il est perdu. Il s'est créé pour ça quoi en fait, il est programmé. Alors Jérôme, toi qui détestes vraiment le personnage de Classis et qui lui voue, est-ce que tu trouves pas que Adrien marque un point là quand même ? J'avoue que j'entends pas mal de bons arguments depuis tout à l'heure. Ouais.
Mais qu'est-ce qui te fait détester il n'empêche Classis? qu'au final, tu assumes toi-même qu'il ment. Tu vois. Ah oui, oui. Quand tu dis il a tué Azilis dans un but précis, lui, il raconte clairement que un accident dans les laboratoires inversés. Mais attention, je rappelle à nouveau qu'il y a toujours les deux possibilités. C'est quand je dis de la tuer, peut-être aussi qu'elle a été, enfin que c'est un accident vraiment, et que du coup ce qu'il cherche c'est essayer de s'en sortir. Enfin pour moi les deux, l'hésitation entre les deux est centrale. Oui, donc, bien voilà. sûr. En fait, le point central est pourquoi je pense vos jugements divergent sur le personnage de Classis. Parce qu'on n'a pas la même sur les. Parce que vous mettez pas le curseur au même endroit. C'est-à-dire à chaque fois il y a deux possibilités et chacun d'entre nous tend plutôt vers l'une et vers l'autre dans chacun de ses choix, et du coup ça nous donne une impression de Classis différente. Typiquement Adrien ou Aloïs, vous êtes des gens qui allaient plutôt vous dire Classis en fait il a une impulsion pure, il est naïf, etc. En fait il se fait dominer finalement. Et toi Jérôme, t'es plutôt en train de dire non, le vrai Classis c'est celui qui est dominant et qui sait très bien la vérité. Donc, il est les deux. Il est les deux, mais oui, c'est pour ça. Et c'est pour ça qu'on pourra jamais trancher la question. C'est bien pour ça que j'aime pas trop me retrouver sur un fil ou à pas savoir si je dois tomber à gauche ou à droite. Mais ça, c'est pour ça que c'est pas toi MJ de tomber à gauche ou à droite. Toi, tu vas le dire aux joueurs et tu vas voir les joueurs comment ils vont devenir fous. Parce que toi, t'as quelques éléments de réponse. Toi, tu sais que c'est fait pour hésiter entre les deux. Eux, ils vont se trouver. Mais attends, mais on est censé faire quoi là? On est censé choisir, mais on peut pas. D'accord, ouais. Ou alors on choisit, mais après on a des remords. C'est ça qui est fort. C'est ça qui est fort. Et en fait, finalement, on s'aperçoit que Classis représente vraiment à ce moment-là le monde. Parce qu'on a exactement les mêmes hésitations à l'égard du monde, en fait. Sur le fait qu'il soit bon, mauvais. C'est nous-mêmes qui interprétons le monde de telle manière en fonction de notre point de vue. Et en fait, on a exactement le même regard sur Classis. C'est-à-dire qu'en fait, on doit choisir, on arrive au moment où on doit choisir la volonté qu'on veut projeter sur le monde. Sur le monde, c'est ça. La façon dont on veut le voir. C'est ça. Chacun voit dans les choses ce qu'il veut y voir et la boucle est bouclée. Tiens, un dernier petit argument pour faire remonter Classis dans ton estime. Enfin, Jérôme. C'est pas l'argument sûr à 100%, mais moi c'est un truc qui me séduit. Adrien. C'est que Classis sait être une rune de sens, du coup il sait être déterminé par sens. Tant qu'il est dans l'alarme d'Azilis, il est hors de l'influence de sens, parce qu'il est dans son histoire. Pourquoi Classis veut mourir en sortant de l'alarme, c'est qu'il sait que le moment où il en sort, il redevient un pion de sens. Et donc il sait que le moment où il sort, peut-être qu'il aura à tuer les bugs, parce que sens lui imposera. Et du coup, il préfère se sacrifier. Il préfère mourir, donner toutes les armes possibles aux bugs pour qu'il l'élimine, pour ne jamais avoir redevenir le pion de sens. Donc en fait, ce qu'il fait subir à Azilis, il se le fait subir à lui aussi. C'est ce que je dis ce que je disais tout à l'heure. Voilà, c'est Azilis. Là, il se sert du pouvoir de la rune de néant pour sortir du monde de sens, ne plus être l'immortel qu'il est et avoir la toute puissance face aux bugs, pour mourir et laisser aux bugs la possibilité d'aller combattre Sens lui-même, c'est-à-dire Classis une nouvelle fois après. C'est ça qui est très fort dans le personnage et c'est pour ça que je l'admire, c'est que certes il sacrifie mais c'est un putain de monstre aussi. Il sacrifie en partie Azilis pour se sacrifier lui-même totalement sous une de ses formes pour aller lutter contre un autre soi qui est passé et futur en même temps. Il reste que c'est touchant de naïveté parce que tu es bien sûr. Mais bien sûr. Parce que bon, au final quand tu dis il peut à nouveau perdre le contrôle de lui-même une fois sorti de l'alarme, c'est complètement illusoire parce qu'il l'avait jamais eu le contrôle. Peut-être. Dans l'alarme, il se fait aiguiller gentiment, moi je t'assure. C'est moi qui lui fais parler et dire ce qu'il dit. Et le bonhomme, il a pas son mot à dire. C'est parce que tu es Classis du dessus. C'est ça. Ce qui me fait mais dire est-ce que finalement... tu joues Sens quand tu le joues dans Sens Néant ou est-ce que tu joues quelque chose d'autre? C'est ça. Et il est très très fort Classis là-dessus parce que il ne dit pas, justement, on ne dit pas qui joue qui en fait. Et c'est ça qui est très fort. Parce que si tu lis bien le système de Sens Néant, toute l'ambiguïté est conservée. Qui est-ce qui interprète? Ouais, c'est ça. Et non mais c'est en tout cas clairement Sens Néant, on est au cœur de Sens. Hein. D'ailleurs, je ne fais pas une grande révélation en disant que Sens Création est une rune dans l'hexalogie qui sera à part. Et au final, si on regarde l'hexalogie, en fait, il y a 5 vrais bouquins: Sens Renaissance, Sens Mort, Sens Néant, Sens Cosmo et Sens Chaos. Et qu'au final, Sens Création, c'est à part. C'est l'aide de Classis. En fait, c'est une aide de jeu générale. C'est une aide de jeu générale pour interpréter Sens et aller plus loin dans les réflexions philosophiques, etc. De toute façon, Classis est mort, du coup, il pourrait plus être là pour être l'immortel au centre. Du coup, je voudrais juste dire un truc, c'est qu'en fait, Néant,
à la place centrale en fait. Oui. C'est la pierre de la, comment on dit, la pierre de touche, la clé de voûte de l'exalogie. Donc évidemment, son personnage est capital et central. C'est Ben, pour ça tu que c'est le voulais meilleur ajouter quelque livre. chose? J'ai juste trouvé marrant que tu dises que Classis était une aide de jeu générale. Ça revient un peu en mode jeu vidéo. Classis, c'est le menu, c'est le tuto, c'est l'HUD, c'est tout, quoi. Quelque part, ouais, il y a un petit peu de ça. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'était... C'est finalement quand même celui qui fait partir les bugs en guerre. Ouais, alors ça, je voulais revenir là-dessus sur son rôle vrai, historique. Sur son Bah rôle historique. C'est lui qui motive Solipsis. Oui, C'est lui. oui. C'était l'autre spoil. Il est à la racine de tout. Il est à la racine de tout. Si on regarde bien dans l'histoire, Ouais, il a éduqué Céline, il a éduqué Soren. Soren, il a été le conseiller de Bran, du coup il a été au plus proche de Bifrost sans doute. absolument. Donc Voilà. il est vraiment Il y a que Wilfried, la rune de Chaos, qui n'a pas été son élève direct. J'ai l'impression. absolument. Et quand on regarde bien, c'est lui qui incarne la résistance. Enfin, le véritable résistant. Non, pas Wilfried. Classis. Vraiment, c'est lui qui incarne vraiment la résistance. Alors après, son plan, il est peut-être foireux, il est peut-être naïf, mais il est là. Alors il incarne pas la même résistance. Non, tout à fait. Oui. Il incarne la résistance métaphysique, en Alors fait, que tu vois. Solipsis, Ouais, il est un c'est cran la au-dessus, ouais. résistance bien matérielle, c'est la lutte contre Miphos, Ouais. ou Classis, lui, lutte Pour la contre préservation de la vie, Voilà. il y a un côté ultra manichéen, un petit peu saint-seyesque, un Bizarrement. petit peu, voilà, comment dire, Qui doit le être- bien contre et le mal, qui doit être naïf. qui doit être naïf, voilà. Et justement, et c'est pour ça qu'elle symbolise plutôt l'ignorance, parce que tu peux pas tu peux pas être manichéen si t'es pas naïf. Parce que si t'es pas naïf, tu vois sais pas qu'il y le a des monde nuances tout de en gris. blanc ou en noir. Voilà, tu sais qu'il y a des nuances de gris, que tout est complexe. Et c'est justement Et le tu piège de t'allierais- Miphos. Et tu t'allierais pas la rune de mort. Non, mais c'est justement le piège de Miphos, c'est de chercher à faire en sorte que les PJ voient tout en gris pour les arrêter, pour les arrêter de penser en fait. Ouais. Et donc du coup, on voit bien là mais Classis, lui, il incarne vraiment la révolte au sens métaphysique du terme, au sens de Camus, l'homme révolté. Voilà. C'est un peu un anarchiste dans le fond. Bah, Dieu n'y complètement. maître. Totalement. D'ailleurs, anarchiste. on peut parler de son projet pour la société. Ah oui, ça c'est vrai que Le c'est Classis, intéressant. c'est quand même ça, un oui. projet politique, c'est-à-dire qu'il veut quand même réformer La propriété privée. la notion de propriété privée. Tu veux en parler, Jérôme? Vas-y. Alors, Comment tu l'as compris ça? Alors, comment je l'ai compris Moi, c'est le moment où Classis explique le système de lien aux bugs Oui. et qui leur dit, vous voyez, finalement, On est tous des connards matérialistes. les faits, ça contient rien en fait. Je peux avoir 20 000 faits, je possède ci, je possède ça, je possède une villa, voilà. Finalement, ce ne sont que des faits. Et si je n'y vais jamais dans ces villas, ça ne... Et puis même ça ne Ça- dit rien de moi. Voilà, Oui, ça c'est ne dit rien de moi. matériel. pas qui je C'est suis. matériel. Alors c'est que le lien, matérialiste. finalement, je dois avoir passer du temps avec les choses, avec les gens, Et ça Ah, dit des choses sur y moi. consacrer, ouais, vraiment du temps tout simplement et de la. Être attaché aux choses en fait. Voilà. C'est-à-dire que Classis dit, on est fondé en droit à récupérer les biens matériels de Bettencourt à partir du moment où elle n'y est pas attachée. Peu importe la propriété, ce qui compte c'est l'attachement. Sous-entendu, par exemple, typiquement, ces micros sont à moi parce que j'y suis attaché et que grâce à eux, je fais des belles choses ou des choses qui me sont importantes. Mais ce n'est pas parce que je suis propriétaire de ces micros, par exemple, si je suis propriétaire de ces micros mais qu'ils ne me servent à rien et qu'ils dorment dans un grenier, on est en droit fondé à me les prendre et à s'y attacher pour en faire quelque chose de constructif. Et donc c'est aussi une critique de la société de consommation, de la société de propriété, et donc une réponse à sens mort. Et ça c'est très important. Azilis est-elle attachée à sa vie? Parce que dans ce cas-là, Classis lui prend la vie. Mais non, elle est pas morte. Était-elle attachée à ses sens, à vivre, à rire Voilà. Son à- sens, elle est peut-être pas attachée à sa vie, et Classis est complètement légitime. Ah, c'est intéressant. Azilis, c'est C'est ses jamais liens passé avec cette Classis question. qui ont été brisés. Ouais. Azilis, elle a tous ses autres liens. C'est juste qu'elle a plus moyen de les faire valoir parce que bon, c'est un légume, mais sinon. Et là-dessus, tu vois, quand on pense à ce projet-là, Classis, à cette façon de répondre à sens mort, finalement, est-ce que tu détesterais pas Classis parce que tu sais que tu m'as dit que quand t'avais lu Sens Mort, ça t'avait fait beaucoup de mal. Tu m'as dit oui, putain, ça m'a interrogé vraiment. Je me suis reconnu là-dedans. Et finalement, est-ce que la haine que t'éprouves pour Classis, c'est pas finalement le fait qu'il réponde à Sens Mort quelque part?
Alors, non, enfin non, pas du de tout, ce non. point de vue-là. Non, là, à la rigueur, c'est un des aspects qui te séduit justement. Voilà, qui me Ah, fait yes. plutôt remonter classiste dans mon estime. Non, mais j'aime beaucoup de toute façon tout ce que fait classiste pour la fiction, tous les paradoxes qu'on souligne, enfin que vous soulignez surtout depuis tout à l'heure, et qui sont super intéressants et qui rendent le personnage vraiment fascinant. Non, moi, c'est le jugement moral que je me pose, Condamne. que je décide de poser en tant que lecteur MJ sur le le mal qu'il Aziz, fait. Mais- sur la façon dont il traite le jeune Philong Finger. Mais Classis se définit lui-même comme le mal absolu. C'est-à-dire que dans la base te donne raison. Quand tu lis, il se définit Il comme étant assume en plus, le donc. diable, le démon. Il se définit comme étant le diable, le démon, celui qui justement qui fait le mal volontairement pour se libérer de la tyrannie Pour de le Dieu. bien. Le mal, enfin, le mal mal pour le selon bien. Classis, c'est un outil. Bah, C'est pareil. Il dit s'il n'y a pas possibilité de faire le mal, il n'y a pas de liberté. Et Et ça il y a c'est pas possibilité de faire c'est le un bien. thème catholique. C'est Oui, un oui. thème, c'est une thématique catholique. Après, le c'est mal un est un menteur, il se ment peut-être judéo-chrétien. à lui-même. Alors après voilà, c'est ça, c'est-à-dire le mal est un outil. Il me semble que j'ai déjà entendu Jérôme. ça dans la bouche d'un dictateur avec une mèche sur le côté mi-fausse, hein, pardon, pas l'autre. Mais Non, mais tu vois, le point essentiel, c'est lui, il veut être le premier à faire le mal pour que les autres soient libres de le faire. Il ne dit pas ensuite qu'il faut le faire. Et lui, il le fait par devoir pour laisser la possibilité aux autres de faire le De le mal. faire. Et donc, s'ils ont la possibilité Oui. de faire le mal, de Ça, faire le bien en fait, aussi. quoi. À partir du moment où tu fais le mal, tu laisses la possibilité au bien d'exister déjà. Mais oui, voilà. En c'est gros, ça. sans, c'est- sans c'est ça, il y a ça. ni C'est bien ça. ni mal. C'est lui juste qui des crée. faits. dans ce cas-là, son coup de la fiction en paix, c'est du pipeau, quoi. Ah, Quoi Excuse-moi. son coup de la fiction en paix, c'est du pipeau. Mais il le dit lui-même. Il n'y a pas de fiction en paix, en fait. Enfin, c'est un objectif. C'est qu'il a dit que c'est pas intéressant. Il dit c'est pas intéressant, une fiction en paix, enfin. Mais On s'en oui, fout, non. c'est pas, Alors, c'est pas drôle. attention, Adrien. la position de l'aiguilleur veut cette fiction en paix. Classis, il veut les deux à la fois. Enfin, il est, Il veut la paix et il, la est- il a été liberté. victime qui veut la fiction en paix et il a été coupable qui veut la liberté. Encore un paradoxe. Bah oui, non, mais Non, voilà, mais ça, c'est- mais de toute façon, ça c'est le paradoxe central qui revient dans tous les Dans trucs, tous les- voilà, dans tout. À chaque fois qu'on sait pas trop, c'est parce que c'est le même paradoxe qui revient. Absolument. Mm. Absolument. Absolument, absolument. Et c'est le paradoxe de l'humain, en fait. Et c'est ça que tu disais tout à l'heure quand tu disais c'est le paradoxe de un peu tous les auteurs. Oui, c'est ça. Ouais. Ça me fait Qui- penser à une citation. Ça n'a pas forcément grand chose à voir, mais c'est Franklin Roosevelt, je crois, qui disait qu'un peuple qui est prêt à sacrifier un peu de sécurité pour de liberté pour de la sécurité n'aura ni l'un ni l'autre. C'est Benjamin Franklin. Et c'est ne Franklin, mérite autant pour ni moi. l'un ni Voilà, l'autre. c'est toujours le Franklin. mérite qui reste ni dedans. Ne mérite ni l'un Ah, ni je me l'autre. rappelle jamais pas de l'autre. pareil. Ah Ne non, mérite, non, oui. ne mérite ni l'un ni l'autre. C'est- C'est beaucoup plus fort, je trouve. Fatigué. Mais oui. Oui, Ouais. c'est une citation que je revois régulièrement et à chaque fois je me dis putain, et dire que les États-Unis ils en sont en train de moins arrêter de moins en moins. Alors Ouais, comment Les États-Unis, alors tu peux parler chez nous, hein. Hmm. Oui, mais ça en fait ça m'amuse par rapport aux États-Unis parce que Aloïs. c'est quand même un Américain qui l'a dit. Excusez-moi, vous parlez d'un truc pas très intéressant. La Oui, réalité, non, on j'ai était dans dit, la voilà, fiction, c'était c'était rapide. cool là. Alors justement, Point ça me d'immersion. permet de me faire une super transition vers ma dernière partie, qui De rien, est de finalement comment dépasser le paradoxe de Classis. Comment saurait-il dépasser ce paradoxe? Immersion négative. Alors je ne sais pas. Trouver une issue au Immersion jeu. positive. En fait, Ah bah, l'anéantissement au début, enfin dans les premiers tomes, on C'est nous dit une c'est le réponse. seul moyen d'arrêter le jeu, hmm, de choisir de ne plus être mêlé à cette fiction. tout à fait. Au début, c'était le seul moyen d'en sortir. Mm. Maintenant, est-ce que plus tard, il y en aura un autre? Je n'en sais rien, je ne suis pas l'auteur. Hmm. Il y a... En fait, là où je veux en venir, c'est qu'il y a. Alors, il faut que je le dise bien. Et c'est de J'attends pas écouter les qu'Adrien- deux qui sont en train de parler Je à sais côté. pas de quoi il parle. Ils sont en train de chercher un film. Le nom d'un film où les personnages jouent dans un jeu vidéo où quand il s'avère qu'ils en sortent, ils jouent dans un jeu. Existence. Voilà, Existence. Hmm. En fait, Ah pour oui. moi, la problématique elle est abordée dans Existence. Hein. Hmm. C'est toujours Elle est- la problématique du puits des mondes. C'est Hmm. qu'en fait, se poser la question de, mais en fait, c'est quoi la réponse? On a la réponse quand on arrête de se poser la question parce qu'elle n'a pas d'intérêt. C'est la réponse que Wittgenstein apportera. Il n'y a pas de En plus, réponse, Existence, il n'y a il pas est cité d'intérêt dans à les se poser la sources, il me question. semble. La réponse de Wittgenstein, c'est la solution du problème, c'est sa disparition. Alors, le fait de ne plus y songer voilà. fait D'accord. que le problème se C'est résout. ça. On Alors, gagne voilà. quand on n'y pense plus. On gagne quand Alors, on ça me fait s'en- penser à un pas- certain non, jeu. Alors attention, voudrais non, juste- non, pas quand on y pense J'ai plus. perdu au jeu. J'ai Enfoiré. perdu au Non, jeu. j'ai perdu au jeu, c'est Non, sympa. mais non, quoi. Moi pas. Alors non, c'est pas la disparition du problème, c'est une formulation, mais le vrai sens, c'est ne plus se poser la question et accepter le fait que on ne puisse pas savoir sur cela. Alors, je voudrais juste faire une ouverture, du coup. Vous continuez à jouer à Sens, tous autour de cette table.
Et vous savez très bien que dans Sens, il y a un groupe qui s'appelle la cellule qui prend progressivement le contrôle en fait de la réalité on est déjà avant en train de Ineos. le faire là. Exactement. Et c'est de ce côté en fait le paradoxe de Classis, il se retrouve également finalement dans la réalité. C'est-à-dire que la fiction que Romaric Briand est en train d'écrire, j'essaye également de la réaliser et de vous faire vous interroger également dans la réalité. C'est-à-dire qu'en ce moment, en parlant dans ces micros et en continuant à faire vivre le jeu dans les podcasts de la cellule, vous réalisez en fait le projet de Classis. Le grand mégalo est de sortie. Non mais c'est le but de Sens, c'était ça. C'était d'importer dans la fiction des problématiques de la réalité et inversement, de rendre la fiction de plus en plus réelle. Et c'est pour ça que le jeu est flippant et c'est pour ça que le jeu fonctionne aussi. Bon, allez, on va lâcher un gros spoil entre guillemets, enfin une grosse révélation, c'est qu'on est réunis aujourd'hui. Nous étions réunis hier pour jouer à Sens Cosmo, en fait, pour playtester Sens Cosmo. Donc vous avez pu découvrir en avant-première Sens Cosmo. Et honnêtement, les passages qui vous faisaient les plus tripés, c'était les passages. C'était les secrets. Voilà, ouais, mais qui avaient un rapport avec qui? C'est ce qui vous a fait d'accord depuis le début. C'est la cellule qui vous fait la cellule, mais bien sûr, c'est les ça. petites croquettes. Hein. C'est-à-dire qu'il y a et en fait, c'est pas tellement ça, c'est que en fait, c'est le fait que on sait que ça parle de la réalité quelque part, qu'on touche du doigt la réalité, qui dit putain, le maître de jeu, si ça se trouve, il est complètement cinglé, il veut vraiment réaliser son rêve, il ira jusqu'au bout pour ça. À partir du moment où le et joueur ça crée une synesthésie de ouf. À partir du moment où les joueurs voient l'effet de cellulis, la seule question qu'ils ont, c'est ce jeu utilise ça, mais quelque part, je soupçonne qu'il le justifie en plus. Pourquoi on peut l'utiliser? Ouais. Le fait que dans Sens Mort, tu vois tes noms. Et c'est un truc qui est évident. Enfin, les joueurs s'y attendent en fait. C'est une petite surprise parce qu'ils savaient pas trop quand ça viendrait. Et on soupçonne qu'on va pas être d'accord, que c'est une cause complètement perdue d'avance. Enfin, que bien sûr. Personne ne peut soutenir ça. Et là, on regarde son MJ. Mais c'est ça. Et le MJ doit avoir un petit sourire malin. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la question aux joueurs. Il y a une espèce de. Tout comme nous, on a ce grand malade en face de nous qui, quand on lui dit, mais de toute façon, t'y crois pas, Romaric, tu peux pas y croire. Il fait son petit sourire de mégalo. Bien sûr. Mais non, je dis juste, ce n'est qu'un jeu, voyons. Il n'y a pas de danger, vous en faites pas. C'est encore pire. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a ici aussi un paradoxe. Enfin, un paradoxe encore. En gros, l'idée, c'est toujours de faire poser cette question. Ou un parallèle, voilà, de soulever cette question et puis aussi de créer de la synesthésie. Et ça, j'insiste là-dessus, c'est que ça fait partie du système de jeu, que les joueurs aient peur que le jeu qu'ils aient entre les mains est véritablement un jeu dangereux qui vise à véritablement instaurer une tyrannie, un peu comme dans Fight Club, où le mec crée un jeu en fait violent, dans lequel le but est finalement de prendre le contrôle du système. Et évidemment, il y a ça également dans Sens. La terreur pour faire poser des questions, moi c'est la métaphore que j'utilise souvent pour parler de Sens, c'est un seau d'eau, tu prends la tête de tes joueurs, c'est un interrogatoire, c'est un seau d'eau, tu prends la tête de tes joueurs, tu leur plonges la tête dans la flotte, d'où l'immersion quelque part. Et quand tu la soulèves, c'est pour leur poser des questions et des vraies questions. Et le paradoxe avec Classis que tu voulais, Adrien. J'aime beaucoup l'image. Ouais, oui, c'est clair, c'est assez énorme. Le paradoxe avec Classis. Alors attention, on invite les MJ à ne pas le faire littéralement. Oui, voilà, c'est ça. Gardez vos joueurs en vie, c'est important pour leur santé, c'est important pour ne pas aller en prison, c'est important pour continuer à leur faire découvrir l'histoire. Voilà, exactement. Et pour savoir comment tout ça va se finir. On ne soutient pas le waterboarding. De quoi? Je pense la mettre dans Sens Création. Cette métaphore. Par contre, je pourrais mettre cette technique de jeu. Non, pas du tout. Non, pas vraiment. Non, mais par contre, un truc sur lequel je voudrais revenir, c'est que Classis est l'auteur d'une fiction qui se réalise. Et tu disais au départ, Romaric, c'est ton PJ. Voilà, c'est tout ce que je pense qu'avec ces deux phrases, on a bien fait le vous qui entoure cette fiction et qui entoure Sens, et c'est ce qui fait sa mystique. Laissons un blanc de quelques secondes après. Voilà, c'est ce qui fait que c'est un jeu qui nous fait vibrer, je pense, et c'est qu'on sait pas en fait si quand on arrête de jouer, le jeu par hasard il ne continue pas. Et c'est moi, en tout cas, la problématique que j'avais envie d'explorer avec le jeu de rôle. Et c'est pour ça que j'ai fait ce jeu et c'est pour ça que j'ai fait la cellule. Et c'est voilà. Mais l'idée, bien sûr, c'est toujours de faire réfléchir, de faire s'épanouir, et en aucun cas d'instaurer une tyrannie qui castrerait les réflexions et l'imagination. Et c'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est de faire réfléchir et d'interroger.
sur la réalité et la fiction. Darky, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je voulais juste dire à l'auditeur qui rigole et qui dit mais ils sont complètement cons, je continue à jouer et tout. Mais qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient d'écouter un podcast sur Sens. C'est clair. Et là, il fait partie de la cellule. C'est clair. Et là, du coup, tu dis mais il continue à jouer. Là, en fait, on peut même se demander si. Diaboliquement, c'est tout. D'ailleurs, voilà, c'est tout. Et la cellule est quand même présentée comme une aide de jeu. Mais est-ce que quelque part l'auditeur de la cellule n'est pas en train de jouer avec ces podcasts? Tout ça est soulevé par le personnage de Classis et au préalable, en fait, introduit. C'est que le début, absolument. C'est que le début est également introduit avec un autre personnage dont on n'a pas parlé, mais qui a un parallèle de Classis et qui annonce en fait le personnage de Classis. Ah non, alors Bob, tu veux qu'on en parle? Non, j'allais parler de Graveur. Peut-être un autre podcast. En fait, j'allais parler de Graveur parce que en fait, pour moi, oui, effectivement. Alors, ce Graveur intervient dans la 3e épreuve de Sens Renaissance, qui est centrale dans Sens Renaissance. Et Classis intervient dans le 3e tome de Sens Exalogie. Et c'est pas un hasard, c'est parce qu'en fait, le Graveur incarne une image de Classis qui dit voilà. C'est un des avatars de Sens. Absolument, voilà. Et donc le Shenbop. Alors lui, ça méritera peut-être un autre podcast sur Sens Néant, sur la fiction. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait il y a un parallèle. Il y a la réalité, Romaric, la cellule, Classis, la fiction, Bop, les Sétentriens et les golems. En fait, à chaque fois il y a un jeu comme Bien ça. sûr. Et donc il y a le millefeuille est infini. Il y a un ensemble de couches qui est infini. Il va même jusqu'à dans Romaric vient d'admettre que Classis c'est lui. Non, mais je l'ai dit dès le départ. Ah, il y en a qui disent ça. Je n'ai jamais. C'est pas, il l'a pas dit. Mais il a fait un rapprochement, il y a un parallèle. C'est évident. Voilà, c'est ça. C'est tout ce que. C'est pas un parallèle. J'ai l'impression que tu cherches des réponses, toi. T'as pas compris Sens, ça. Tu cherchais les questions. Il a raté beaucoup de révélations de Cosmo, je pense. Le chemin est tellement mieux que la destination. Ah oui. Ça, c'est un propos que pourra avoir Solipsis, par exemple. Oui, mais je défends Solipsis, Et on retrouve ce propos chez Classis. Et c'est pas un hasard si l'un et l'autre sont disciples et maîtres. Je m'y attendais pas. C'est ça l'histoire. Bon, je pense qu'on a déjà bien débrossé le sujet, mais par contre, attention, je pense que encore une fois, c'est un podcast qui ne peut se comprendre que dans le contexte de Sens Néant. Il faut, pour comprendre bien ce podcast, s'intéresser déjà à Sens depuis longtemps. De toute façon, vu que vous avez commencé par le début, vous aurez ça à la fin, vous en serez rendu compte. Si vous n'avez pas compris, c'est normal. Voilà, si vous avez compris et que vous avez encore plein de questions, c'est normal aussi. Voilà. Nous espérons. J'ai juste une question à poser à Jérôme. Aloïs. Est-ce que tu as changé d'avis? Non, absolument pas. Alors, à la rigueur, plus de fascination pour ce personnage. C'était plus modéré. Voilà, c'est ça. De toute façon, c'est ça. Pour moi, Classis, on ne doit pas avoir un avis, on doit avoir une admiration. Et pourtant, lui, il veut une fascination. Non, moi, je veux en avoir un avis. J'aime pas la position neutre, tiède, qui consiste à dire je sais pas trop, peut-être. Non, moi, je veux juger. Dieu est par-delà le bien et le mal, Jérôme. Oui, mais je ne suis pas Dieu. Non, mais je pense à Classis, en fait, en disant ça. Oui. Parce qu'en fait, du coup, sur un paradoxe, tu te positionnes comment? Tu choisis une réponse et tu t'enfonces. Je préfère, ouais. Donc, par exemple, tu n'admets pas que devant un paradoxe, on sait pas, effectivement. Et que la réponse, c'est ça, justement. Non, mais le paradoxe, je prenais la métaphore tout à l'heure du fil, où on sait pas si on doit tomber à gauche ou à droite. Jérôme. Mais il y avait pas de fil avant que Classis arrive. Le paradoxe, c'est lui qui l'a mis ici. Et alors? Salaud. Voilà. Il a mis du paradoxe dans mes parties. Sale menteur. La fascination dans mes parties, du coup, si je traduis. Ah non, mais voilà, moi, en tant que MJ, voilà, Alors juste un petit point, un dernier petit point d'ouverture sur la philosophie de Wittgenstein, puisqu'on parle de paradoxe et tout ça. Le paradoxe, la tautologie, la contradiction chez Wittgenstein. C'est quoi le nom complet de ce petit Wittgenstein? Tu veux que je le dise au micro? Ludwig Joseph Johann Wittgenstein. D'accord. Voilà. J'étais curieux parce que j'avais toutes ces initiales en tête, mais je me rappelle jamais de ce que je sais même plus si c'est dans cet ordre-là les noms. Mais bon, voilà. Il me semble que ça commence bien par Ludwig. Oui, Ludwig Wittgenstein, c'est son prénom et son nom, mais ensuite c'est ses deux autres noms, c'est Joseph Johann, ça c'est sûr. Et donc c'est oui, tu donnes des indices, toi. Petit. Très bien. Donc, alors là où je voulais en venir, c'est le paradoxe et la tautologie et la contradiction chez Wittgenstein ont une place assez centrale dans sa philosophie, puisqu'en fait elles permettent de fixer la signification des premiers, des symboles, voilà, des premiers symboles de relation. Tiens donc. Quel est donc le but de Classis? Quand tu dis Romaric et Romaric, cette phrase n'a pas de sens, mais elle sert à expliquer ce que veut dire et. Absolument. Voilà, ça, c'est typiquement 1 égale 1.
la phrase n'a rien pas à de part sens le parce sens du signe qu'elle n'est égal. ni vraie ni fausse, puisqu'il n'y a pas de fait dans le monde qui rende vrai 1 égale 1. Par contre, elle nous enseigne la signification du terme égal. Est-ce qu'on peut juste expliquer pour les auditeurs tautologie? Aloïs. Donc la tautologie, c'est une phrase qui est toujours vraie. La tautologie, c'est une tautologie. T-A-U-T-O-L-O-G-I-E. Voilà, c'est ça. C'est une phrase qui est toujours vraie, quel que soit le contexte. Typiquement, je suis ici. Je suis ici, c'est une phrase qui est tautologique parce que, quel que soit l'endroit où vous la prononcez, elle est conçue de termes indexicaux qui la rendent nécessairement L'eau vraie. mouillée, tout ça. Quand je danse, je danse. Quand je chante, je chante. Voilà, quand je chante, exactement. Ça, c'est une tautologie également. Peu importe les faits dans le monde, elle est toujours C'est vraie. comme les blagues de la tautologie, quoi. C'est peut-être comme je pense, donc je suis, peut-être, je sais pas. Voilà. Ouais, tautologie. Ah oui, les blagues de Toto, d'accord, très bien. Ah oui, Je pense effectivement. qu'on peut s'arrêter là. Je crois que c'est pas qu'on peut s'arrêter là, c'est qu'il faut s'arrêter là, sinon ça va Sinon, partir on en va live. descendre vraiment plus bas, je pense. Alors qu'on avait bien, tu vois, on avait de la fait- philosophie. Ouais, à on la avait fin. Pour une fois, j'en avais pas fait du podcast ou presque. Hein. Je les ai fait hors micro, certes. Mais c'est pas Sur de... Bon, la allez. tautologie, j'en ai un qui me fait rire. Il y a un type qui a étudié je crois que c'est plus de 20 ans, les paradoxes Ben. temporels. Et il a fini par dire les paradoxes temporels, à mon avis, c'est impossible. Et il a fait une étude de 20 ans mathématiquement pour ça. Je trouve ça fort. Mais c'est souvent le but d'un philosophe ou d'un épistémologue, de faire le tour d'une montagne et D'ailleurs, à la fin si- de dire si- mais nul besoin de la Si gravité. un jour il y a des voyageurs C'est vrai. temporels qui m'écoutent, on vous invite à prendre le café maintenant. Là, si vous venez tout de suite, on Trois. Ouais. vous invite au café. On va Ah vous oui, laisser, on- hein. On va vous laisser. Ouais, va là vous ils viennent d'arriver. Ah, ils sont là. Allez, au revoir les podcasters, on va prendre le café. Portez-vous Ciao. bien. À plus, on va Salut, prendre ciao. un café. À bientôt, docteur.